Donc c'était il y a 2 ans et demi maintenant que en fait, l'idée a surgi. Je suis allé pour une résidence à Mulhouse avec le Centre d'art contemporain, la Kunsthalle. Et donc j'ai rencontré cette ville qui m'a touché, qui m'intéressait beaucoup. C'est une ville un peu pas mal aimée, mais en tout cas sous-estimée, il me semble, pour ce qu'elle est. Enfin, c'est une ville qui est donc à la frontière, tout près de la frontière suisse, tout près de la frontière allemande, et où il y a une sorte de mélange, de migration qui fait que cette ville a des ressources pas immédiatement visibles, mais qui produit quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant en termes de richesse humaine, en fait. Donc cette richesse humaine, c'était une des premières choses qui m'a séduite dans cette ville. Et je vais pas raconter ma résidence, mais suite à ça, se proposait ce projet de travailler, encore une fois avec la Kunsthalle, avec le Centre d'art contemporain, en lien avec un lycée. C'est un format que ce centre d'art avait inventé, qui était de nommer ça des commandes workshop, où un artiste était invité à travailler avec des élèves d'un lycée sur un projet personnel, artistique, en associant les élèves. Et là, il se trouve qu'un lycée avait besoin de refaire son foyer, refaire leur salle de récréation, là où les élèves devaient déjeuner. Et donc ils avaient tous trouvé que ce lieu était trop petit, un peu triste. Et donc, ils pensaient à moi que je pouvais éventuellement aider dans cette affaire. Et donc je suis allé visiter ce lieu. Et il se trouve que ce foyer est à 3/4 enterré sous la terre. Il y a 2 petites fenêtres comme ça, avec une vue sous les voitures. Et j'étais un peu déprimé quand je suis parti de là, en me disant, mais qu'est-ce que je peux bien faire ici? Et donc je suis parti, et puis là déjà j'ai un peu parlé avec Émilie, et Émilie me dit, mais fais ce que tu as envie de faire, enfin fais un truc qui te fait envie. Je réfléchis, qu'est-ce qui me ferait envie? Alors, et du coup j'ai dit, mais ce qui me ferait envie, c'est de sortir ces élèves de ce foyer. De les amener ailleurs et de créer de l'horizon à l'espace, de créer de l'espace. Et autour de cette envie-là, s'est construit l'idée que ce foyer devait être quelque chose qui est à la fois une aventure, un déplacement, un voyage. Et en même temps, il fallait quand même produire quelque chose où les élèves, à un moment donné, pouvaient aller pour dire que voilà, ça c'est notre foyer. Et donc, en réunissant tous ces éléments-là, je suis arrivé à cette proposition d'une sorte de maison itinérante. Je ne sais pas à quel moment je suis arrivé à l'idée que cette maison itinérante devrait voyager sur l'eau. Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai fait une proposition de maison itinérante sur l'eau. La destination n'était pas encore dite, je ne savais pas encore, je ne savais pas encore à quoi ça ressemble. Et je suis retourné avec ça, et j'étais quasiment sûr que ce n'est pas à ça qu'il s'attendait. Et qu'on allait me dire que ça dépasse le format. Et en fait, je suis arrivé, j'expose mon projet, et tout le monde m'a dit « Pourquoi pas? Va essayer ça. » Et à partir de là, on a essayé. Et donc, on est arrivé aujourd'hui à Lyon. Et donc, c'était un projet qui ensuite donc, enseignait au travail. Je pensais d'abord, cette idée, expérimenter le voyage sur l'eau. Il faut que les élèves s'y adaptent, ou ils comprennent un peu les enjeux de ça. Donc, nous avons d'abord construit des radeaux avec des matériaux de récupération. Il y a quelques images là qui montrent ces créations-là. Et déjà, ça, c'était assez joyeux. Et on a fini nos radeaux fin novembre. On avait, encore une fois, par le talent d'Émilie, obtenu l'autorisation de naviguer sur le plan d'eau
de Mulhouse. Le 1er décembre, il faisait 0 degré, donc personne n'avait envie de chavirer avec son radeau. Et donc là, il y avait déjà un peu une tension comme ça. Est-ce que déjà, à ce stade-là, tu savais déjà que ça allait, quelle ampleur ça allait prendre, ou tu as procédé par étapes? Est-ce qu'il y a eu des étapes comme ça de workshop, d'association, et puis ensuite c'est monté en puissance? À partir de là, j'avais mis en perspective qu'on allait construire un bateau, une maison navigable. Relativement vite est apparue l'idée que le bateau serait la toiture, mais il n'y avait pas encore un dessin, il n'y avait pas encore une forme précise, parce que aussi l'idée était quand même que les lycéens discutent aussi sur cette question-là et parlent de ce projet-là, et qu'on est un peu dans un échange sur cette histoire. Et qu'en fait, en faisant, on trouve aussi des formes. En faisant des formes, on repense le projet. Et donc ça faisait un aller-retour entre ce qu'on obtient, ce qui ouvre des nouvelles portes. À travers ces nouvelles portes, on repense le projet autrement. Et il y avait des versions, même moi j'ai repensé plusieurs versions. Et très vite, on s'est tourné vers un autre lycée professionnel qui a un lycée BTP, c'est-à-dire qui maîtrise quasiment tout ce qu'on peut imaginer pour la construction. Et on a surtout ciblé les charpentiers. Et en fait, il devenait vraiment un des partenaires centraux du projet. Oui? Excusez-moi, que ce soit dans la charpente ou dans l'architecture, au niveau de la construction d'un navire, eau douce ou eau de mer, c'est une particularité. Donc, est-ce qu'à Mulhouse, vous avez pu trouver des gens qui sont pointus au niveau de la conception navale? Alors, on était tous totalement ignorants de toutes ces questions-là. Et en même temps, on avait confiance dans l'expérimentation et dans les tests. C'est-à-dire qu'on avait envie de tester intuitivement nos propres propositions. Et donc nous avons testé un prototype. Et le prototype, c'est ça. Et ce que vous voyez là, c'est en fait une toiture plutôt classique qui est construite sur une logique d'une toiture, donc une charpente de toiture, mais qui a déjà cette double nature. Et quand on l'a mis dans l'eau, elle était assez étonnante, cette forme. Elle restait beaucoup à la surface, en fait. On pouvait la charger beaucoup, elle était assez stable. Et là, on était déjà très fiers. Ce prototype-là, on était tellement fiers qu'on a décidé que ça va exister jusqu'au bout dans le projet. Et c'est actuellement le cas. Le bateau qui existe, on le trouve, c'est notre cale. Il est là, la partie centrale. Mais après, effectivement, on avait besoin de compétences quand même. C'est-à-dire que rien qu'en termes de réglementation et tout ce océan qui s'est ouvert devant nous d'inquiétudes, de reproches, d'accusations, qu'on soit naïf, on ne sait pas ce qu'on fait, etc. À un moment donné, il fallait quand même qu'on s'entoure de personnes qui pouvaient dire que ce qu'on propose n'est pas si impossible que ça. Et donc, on a téléphoné dans la France entière, jusqu'à ce que je trouve un ingénieur architecte naval qui enseigne à Nantes, en fait, où il y a en fait l'architecture navale qui est enseignée, et qui en même temps est qui délivre des expertises. Et donc là, on a encore une fois aussi, et puis ça coûte de l'argent, donc il fallait en même temps ramer pour trouver des sous. Et donc, on a engagé une expertise en amont de notre projet. Donc, quelqu'un qui regarde ce qu'on a l'intention de faire. Et donc, qui valide en fait notre proposition. Et notre proposition, elle était, je pense quand même, assez maligne parce que ce qu'on proposait, c'était un objet
insubmersible. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un corps de bateau qui doit être étanche. On a évité ce problème de l'étanchéité parce qu'on a rempli en fait tout le corps en bois avec du polystyrène. Et ainsi, cette construction, elle est, en fait, elle ne donne pas place à l'eau. Donc même si quelqu'un nous casse le bateau et ça se briserait en 2 morceaux, ça resterait toujours à la surface. Donc ça, c'était quand même un joli argument. Et puis après, par contre, effectivement, il y a en termes de stabilité, il y avait quand même beaucoup de calculs à faire, un dimensionnement qui était quand même extrêmement savant, et puis qui nous a amené à construire un objet qui, en termes de construction, rien qu'en bois, pèse 6 tonnes. Donc moi-même, j'étais très surpris qu'on arrive quand même à un objet quand même assez lourd, mais qui avait besoin de ça pour être accepté comme quelque chose de navigable. Et donc, en fait, il y a ensuite donc, effectivement un rapport qui a été fait sur ce bateau et qui est en fait assez exigeant parce que nous n'avons pas demandé une expertise pour la plaisance, mais pour un bateau à passagers, ce qui est déjà une catégorie plus exigeante. Et donc, il y a tout un tas de réglementations qui s'appliquent sur le transport de passagers qui n'est pas nécessaire pour la plaisance. Donc, vous avez eu l'agrément officiel de pouvoir naviguer sur les canaux, les voies d'eau. C'est ça. Et tu as même passé ton brevet. Et moi aussi, il fallait que je sois expertisé, donc il fallait que je fasse un permis bateau. Et j'ai aussi, et c'était le 2 février, c'était le jour le plus froid de l'année. J'étais sur le Rhône en train de faire avec Jeannie Baronne, fantastique école de bateau ici à Lyon. J'ai appris à sauver des personnes à la mer. C'est un exercice qu'il faut faire. Et une dernière question, est-ce que les gilets sont obligatoires à bord du navire? Les gilets sont toujours obligatoires. On n'est pas obligé de les porter tout le temps, mais il doit toujours y avoir les gilets, c'est comme les ceintures dans la voiture. Si je peux rajouter quelque chose à la question précédente, c'est comment aussi on a réussi à obtenir le permis de navigation et les agréments. C'est aussi parce qu'on a travaillé avec ses partenaires depuis le début. Ils ont fait partie du premier workshop avec les lycéens. Ouais, ça c'est très intéressant. Ils ont pris le pouls du projet et ils ont vraiment saisi la dimension artistique du projet. Et notamment le directeur du pôle navigation, M. Simon, a vraiment tout fait ce qui était possible pour pouvoir accélérer justement les démarches. Donc on a obtenu l'expertise un lundi et on a obtenu le permis de navigation provisoire pour l'année le vendredi de la même semaine. Grosse modo. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il avait préparé son équipe, il avait déjà étudié le projet, les plans préalables. Et cette dimension de rencontre, effectivement, elle est présente depuis le début, avec les élèves, mais avec les partenaires aussi. Et VNF en fait partie aussi. Émilie, est-ce que tu peux justement parler un petit peu du point de vue du centre d'art qui invite? Parce que là, ça me paraît facile. Yann dit, voilà, on a dit pourquoi pas, donc on s'est lancé. Et finalement, c'est un projet qui est assez fou du point de vue de la structure invitante. Au départ, vous invitez un artiste à faire un workshop avec des lycéens. Non. Et ça devient... Non, on invite un artiste à créer une œuvre. Ouais. Et on lui lance le défi de créer avec une communauté définie. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être une association, peu importe. Mais le partenaire qu'on associe, donc le co-commanditaire, a déjà fait la demande de se lancer dans cette aventure. Donc on part d'une envie d'art de leur part, et se dire ok, on peut se lancer ensemble.
Et à ce moment-là, on va inviter l'artiste et on va justement tenter de réaliser le projet de l'artiste. Et notre défi à nous, effectivement, c'est d'aller au plus loin de l'intention de l'artiste. Alors oui, c'est un projet en homme. Je crois que l'équipe est épuisée. assez fatiguée. Mais on n'a pas fini, donc on ne va pas s'arrêter là. Mais c'est en même temps passionnant. Passionnant parce que le public devient acteur réellement et que ce n'est une aventure, une histoire, un récit qui s'écrit, qui est magique et qui, j'espère, poursuivra par lui-même au sein de la vie du lycée, au sein des élèves et peut-être des partenaires aussi qui sont engagés dans l'aventure. Après, c'est effectivement, si je ne me trompe pas, c'est la 10e commande workshop que nous menons. Mais celle-là, c'est la plus hors norme qu'on ait jamais menée. Et on a décidé de faire une petite pause après. Je suis désolée. Non, parce qu'on va fêter les 10 ans du Centre d'Art, parce qu'on est à la 10e commande workshop et que justement, on veut faire un peu de ce concept, jusqu'où ça nous mène. Est-ce que justement, ça peut être une orientation qu'on a envie de développer par la suite ou passer peut-être à d'autres formats. Ça, c'est en cours de discussion et de réflexion auprès de Sandrine Guillemin, la directrice du Centre d'Art. Pour la fondation, si je peux rajouter quelque chose, nous on travaillait en amont avec elle sur l'exposition personnelle dont a parlé de Jean-Jacques Labrade. Donc ça fait 1 an et demi à peu près qu'on lançait cette exposition et voilà, on était dans d'autres formats et autres. Et quand Yann a commencé à parler d'Utopia House, en fait, on est tout de suite parti aussi dans cette aventure. Donc, avec, voilà, en tâtonnant au départ, parce que les équipes de la Cristal sont déjà formidables et puis en plus avaient déjà fait un énorme travail et connaissaient bien le projet. Et donc, on a essayé voilà, de reprendre partie du projet pour l'accueillir. Mais c'est vrai que dans cette aventure, c'est où on y va à fond, où on ne peut pas le faire parce que pour nous, l'exposition, on en parle, on travaille dessus, mais c'est vrai que ce projet a pris toute sa place aussi et il fera partie d'ailleurs de l'expo-monographie de Yann à la rentrée, parce que c'est quelque chose qu'on a mené et avec L'Oréal, avec l'équipe de la Fondation, qu'on a vécu aussi de l'intérieur, même si on est arrivé un peu plus après. Il y avait déjà eu beaucoup de choses à lancer. Et ça c'est, oui, je pense que là j'avais effectivement aussi, c'est des moments où j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance dans le projet, parce qu'il y a des moments où on ne sait plus comment ça peut continuer. Et effectivement, j'ai rencontré Fanny avec cette invitation d'une exposition et je lui parle de ce projet. Et puis très vite, Fanny s'est proposée être relais de ce projet. Et évidemment, ça a permis en fait de construire ce récit du voyage. En fait, c'est à partir du moment où Lyon était tout d'un coup la destination possible, on pouvait construire cette histoire du voyage. Et puis c'est assez beau cette histoire de partir du Rhin et d'arriver sur le Rhône. En fait, on a à peine effleuré le Rhin en partant de Mulhouse et on a effleuré le Rhône en arrivant ici. Et on passe donc par le canal, le Doubs et puis la Saône. Et c'est un voyage aussi très intéressant parce que c'est une région comme ça qu'on n'imaginerait pas comme être quelque chose de... C'est pas un paysage spectaculaire, c'est pas une région qui comme ça qui sollicite immédiatement des images. Mais en fait, dans les faits, c'est très très beau. Si vous faites une fois cette expérience de partir de Mulhouse pour arriver à Lyon en suivant les voies d'eau, le Doubs, il y a des endroits autour de Besançon qui sont absolument incroyables. Et puis la Saône, c'est très très beau de descendre la Saône. Mais ça faisait aussi justement, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez inconnu dans cette histoire. Enfin, pour beaucoup de gens, en fait,
ils n'arrivaient pas à situer géographiquement, mais comment ça se fait que de Mulhouse on arrive à Lyon? Et en fait, ça se faisait assez naturellement. Et voilà, donc c'est au moment où la Fondation Boulogne a dit oui, on vous accueille, ben, voilà, on pouvait commencer à rêver le voyage. Et ça, c'est, je pense que ce chapitre voyage, pour moi, est essentiel dans le projet. Ce foyer va un jour exister, et les élèves qui auront participé ne seront même pas les élèves qui vont être dedans, mais je pense qu'il y a quand même un récit qui a commencé, qui se racontera. Physiquement, plastiquement, j'essaierai de maintenir quelque chose sur ce bateau qui raconte son histoire, les petits accidents qu'on a eu dessus, des traces de l'usage. Ça sera sur le toit, mais je pense que ça sera des petits témoins de ce récit, mais je pense qu'après, dans les récits qui sont transmis par les élèves et après par tous ceux qui ont participé à Mulhouse, cette histoire, elle va aussi exister ailleurs, en dehors de l'objet. Est-ce que c'est toi qui as choisi le nom Utopia House, ou est-ce que tu l'as choisi avec les enfants? Parce que justement, ce terme d'utopia, utopie, ouais, véhicule plein de choses. Justement. Moi, je l'avais relativement vite sous la main, et j'ai toujours dit, c'est pas définitif, je ne suis pas du tout sûr encore de ce titre-là. J'avais dit peut-être on attend encore pour le nommer, et puis finalement ça collait assez bien en fait, et puis les élèves aussi sont. Après ça s'appelait vite Utopia, point barre, pas sans house, mais voilà, ça s'est installé, et puis finalement c'est avec ça que le projet a vécu en fait. Et finalement, d'utopie, la question d'expérience, c'est central dans ton travail de manière générale. C'est vraiment la question d'utopie, elle est déjà dépassée depuis le début. Il n'a jamais été question que ce soit un projet strictement conceptuel qui n'aboutisse jamais. Cette expérience de navigation, elle était essentielle. En fait, il fallait que ça se fasse. Ça n'a pas pu être juste de l'ordre de la maquette ou de la projection. Ouais, oui, je pense que parce que moi, personnellement, ce qui m'intéresse quand je me lance dans des projets comme ça, c'est effectivement cette notion de l'expérience. C'est-à-dire de voir, à partir du moment où on lance comme ça une image, qui peut être une image forte, comme ça, encore imaginaire, conceptuelle, etc. Mais si on sent que les personnes en face, en l'occurrence, ces très jeunes personnes entre 16 et 18 ans, tout d'un coup ça commence à résonner, et on commence à construire quelque chose ensemble, ils fabriquent quelque chose, et ces choses qu'on a fabriquées ensemble, on les expérimente. Donc le 1er décembre, on avait froid sur les radeaux, mais c'était quand même extrêmement rigolo. Et avec cette expérience, il y a toujours cette question de l'art qui est un peu en parallèle, qui est un peu oubliée aussi, parce qu'on n'en parle pas comme ça de manière immédiate. Mais elle nous accompagne, cette histoire. Et en fait, j'ai remarqué que chacun, individuellement, là surtout sur le voyage, quand il y avait des moments un peu plus calmes, il y avait des discussions qui nommaient pas encore la question artistique, mais cette chose qui est en dehors de la norme, de la convention, de la chose un peu où il y a eu un déplacement, et un déplacement vers quelque chose qui en fait finalement exclusivement sur un terrain poétique, ou non utile, ou non fonctionnel, mais complètement intégré, et qui appartient à chacun. Et ça, c'est des moments que j'aime beaucoup, où je sens qu'en fait, à l'intérieur de chaque personne, à travers ce qu'il expérimente, il formule quelque chose qui résonne pour moi être une sensibilité d'art artistique. Est-ce que peut-être tu pourrais évoquer un ou deux autres de tes projets précédents pour les gens qui connaissent un peu ton travail, pour le mettre en perspective, ce projet-là?
Je sais pas, je pense comme ça spontanément au coquelicot parce que c'est un des premiers projets et c'est l'expérience extrêmement éphémère, beaucoup moins longue que je pense que cette expérience avec les coquelicots, c'est certainement, pour moi, c'était une découverte et un déclencheur. Je me dis, si ça, c'est... il se produisait un peu la même chose. J'étais encore étudiant aux Beaux-Arts et c'était un projet partagé avec un ami, mon meilleur ami avec lequel je faisais mes études aux Beaux-Arts. Et très vite, nous avons partagé cette idée, on avait besoin d'aide. Et la proposition, c'était de planter sur une friche à Ivry-sur-Seine, donc dans la banlieue parisienne. Il y avait une colline qui, en fait, et ça c'est déjà les travaux très avancés, mais en fait c'était une espèce de grosse butte de terre, une espèce de résidu de chantier où il y avait plein de débris et avec des copains, des amis, mais aussi avec les jardiniers des espaces verts de la ville d'Ivry, nous avons nettoyé l'ensemble de la surface et l'a préparé pour semer des graines de coquelicots. Et donc on a fait une sorte de sculpture rouge éphémère de fleurs dans la ville. Mais pour les habitants, pour les voisins, c'était devenu un jardin, là, en fait, où il y avait d'abord une sorte de décharge sauvage. Très vite se sont formés des petits sentiers, on les voit là sur certaines photos, parce que les gens y allaient pour pique-niquer, pour faire Enfin, ils se sont appropriés ça comme un espace public. Et encore une fois, personne ne parlait d'art, mais on parlait de plein de choses qui sont, pour moi, grosso modo, des définitions d'art. Et je pense que ça, c'était effectivement pour moi une sorte de déclencheur où je me suis dit, ça, c'est des choses qui m'intéressent, d'essayer de faire apparaître des choses qui se font aussi grâce à une sorte de pari qu'une chose inimaginable ou inattendue apparaisse à des endroits comme ça et qui opère des déplacements et des changements de perspective à l'intérieur là pour le coup dans un environnement urbain dense et plutôt dur. Et je ne sais pas de quel autre projet je pourrais parler, mais ça ne voudrait pas dire que j'étais constamment sur ces projets qui engageaient un grand nombre de personnes ou certaines personnes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Mais j'aime bien aussi faire des petits dessins tout seul, sans personne autour de moi. Moi j'avais une question. Oui. Jean-Pierre Catherine nous disait tout à l'heure que c'est effectivement assez extraordinaire qu'il n'y a pas, c'est pas dans le programme, c'est trop dangereux, etc. Est-ce que une question à vous deux, est-ce que la ville, tu parlais de la ville peut-être un peu particulière de Mulhouse, est-ce que ce contexte-là a fait qu'il y a plutôt eu un engagement dans ce projet-là qu'on pointe tout de suite, non, c'est pas dans le programme, il pourrait y avoir un danger, que ça pourrait être compliqué, et qu'il y a plutôt un engagement et ces barrières-là étaient plus... Non, je pense que rien n'est plus facile à Mulhouse qu'ici. Je pense que c'est toujours une question de personnes. On rencontre régulièrement des personnes qui sont hésitants, qui veulent plutôt se débarrasser de ce genre de dossier et trouvent très vite des arguments, souvent très convaincants, pourquoi on ne peut pas faire ça. Et puis tout d'un coup apparaissent des personnes, M. Toulet par exemple, ou Lassana et le... Il est là. Lassana. Enfin, il y a des gens qui sont des perles qui en fait qui disent on va essayer ce qu'on peut faire, on peut rien vous promettre, on n'a pas toutes les possibilités, mais on soutient ce projet, et en fait c'est des gens qui manipulent finalement les mêmes paragraphes, les mêmes réglementations que tout le monde, sauf que c'est alors moi je répondrai comme ça, mais peut-être Émilie tu réponds. Oui, non, ça c'est une des personnes, et comme je disais tout à l'heure, le lycée Saint-Joseph-Cluny était volontaire et avait envie de partir dans une aventure artistique
artistique, c'est de la création. Et il s'avère que l'ancien proviseur, parce qu'il a changé de direction entre-temps, avait cette envie effectivement d'engager leurs élèves, mais aussi l'équipe pédagogique et administrative dans un projet collectif. Donc là, on est à l'étape intermédiaire, la suite de l'aventure. Donc, on espère pouvoir remonter à contre-courant avec le bateau qui a un petit moteur. Donc, déjà, la descente s'est bien passée. Maintenant, c'est un tout petit peu, voilà, un peu encore. J'espère que la Saône sera douce avec nous. Et puis, donc, on remonte. On sort relativement vite le bateau de l'eau pour montrer une préconfiguration en toiture lors d'une exposition à la Kunsthalle qui commence en septembre. Donc là, on ne va pas construire le bâtiment dans sa forme définitive, mais on va faire une sorte de préconfiguration à l'échelle 1, c'est-à-dire le bateau monter et retourner et sur du support. On n'a pas encore exactement défini ce que ça va être le support. Ça peut être en bois ou des fûts métalliques remplis de sable, mais qui propose déjà un volume qu'on peut facilement identifier comme une habitation ou une architecture. Et on se remet au travail parce qu'on a déjà engagé pas mal de choses sur ce projet de construction pérenne. Voilà, la question c'est maintenant le bon emplacement parce que ça émane d'un lycée, cette commande, mais finalement il y a 2 autres lycées et surtout le métier du BTP qui s'est énormément engagé sur ce projet, donc ce serait intéressant qu'ils sont quelque part aussi profitent aussi de cette réalisation, ou même un espace encore plus public pour que ce bâtiment puisse vivre éventuellement encore d'autres histoires. Voilà, donc tout ça, c'est devant nous maintenant.